Bon, eh bien, on va pouvoir démarrer, je pense, le webinaire. Les gens pourront continuer d'arriver au fur et à mesure. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc, premièrement, merci à tous d'être là ce soir. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous voir en si grand nombre pour donc, ce sujet du parasitisme chez le bovin. Avant de commencer à parler du sujet, ben, petit problème technique. Une petite introduction, déjà un petit rappel sur les consignes d'utilisation de Zoom en mode webinaire. Pour ceux qui n'auraient jamais utilisé Zoom en mode webinaire, c'est assez simple. Il faut savoir que vous n'avez pas de caméra, vous n'aurez jamais accès à votre caméra, ne vous inquiétez pas. Votre micro, il est barré automatiquement. Pour pouvoir le débarrer, il faut que nous vous donnions l'autorisation. Et pour cela, il suffit de lever la main et ensuite nous pourrons vous donner la parole. Pour une meilleure gestion du webinaire, vu le grand nombre de personnes et de participants ce soir, on va réserver la période de questions à la fin ou bien au moment opportun durant la présentation. Mais n'hésitez pas à entrer vos questions au fur et à mesure du webinaire. Dès que ça vous passe par la tête, vous avez une question, écrivez-la tout de suite. Sinon, on y répondra par la suite. Donc, pour pouvoir écrire vos questions, vous allez en bas de votre écran et vous avez deux icônes. Vous avez l'icône discussion ou chat et Q&R ou Q&A. Et il suffit d'utiliser ces deux fonctions. Donc, nous, on vous recommande d'utiliser le Q&A ou Q&R pour poser vos questions et le fil de discussion pour interagir avec nous ou pour poser des questions plus d'ordre technique. Voilà en ce qui concerne l'aspect technique. Au niveau de ce soir, donc on a notre conférencier avec nous, donc Dr Benjamin Cousineau. Le docteur Benjamin Cousineau vient des Laurentides. Une fois diplômé de la faculté de médecine vétérinaire en 2014, il décida de se joindre à la clinique vétérinaire de Coaticook la même année et de s'installer en Estrie avec sa conjointe. Ses champs d'intérêt sont la médecine curative et préventive bovine, le transfert embryonnaire ainsi que la médecine des petits ruminants. Avec l'aide de son collègue, il assure les services de récolte et d'implantation d'embryons de la clinique. Il siège présentement sur le conseil de son association vétérinaire, la MVPQ, ainsi que sur le conseil de la compagnie DSA-HM. Accompagné du docteur Benjamin Cousineau, vous auriez deux animatrices, donc Nathalie Côté, agronome au PBQ en tant que directrice des affaires agronomiques, et puis moi-même, donc Cyrine El Hamdaoui, je suis agente au programme de qualité et bien-être animal des PBQ. Aussi, donc, je voulais, avant de commencer, d'en rentrer dans le vif du sujet, remercier donc, les producteurs de bovins du Québec, le réseau AgriConseil et VBP+, grâce auxquels cette activité de ce soir est rendue possible. Donc, Benjamin, la parole est à toi. Je vais arrêter. Bon, parfait. Je vais partager ma présentation. Ça marche, vous voyez? Bon, oui. C'est bon. Bon, on va commencer. Si vous m'entendez mal ou si je ne parle pas assez fort, juste m'arrêter et me le dire. Là. Bon. Alors, on va commencer. Mais merci d'être là ce soir. On va parler comme Cyrine l'a dit, du parasitisme chez les bovins. Un sujet qu'on a peut-être moins l'habitude de parler avec nos clients. En tout cas, que moi, j'ai moins l'habitude de parler. Mais vous allez voir que ça révèle toute son importance là, pour la production bovine. J'ai mis quelques questions de sondage là, au courant de la présentation auxquelles vous allez pouvoir répondre. Dont la première, celle-là, c'est plus par curiosité pour savoir un peu de quelle région vous venez. On va faire apparaître le petit sondage. Je peux juste cocher la région où vous venez, juste par simple curiosité. Je vais laisser encore quelques petites secondes pour les derniers répondants. C'est bon.
Et voilà les résultats. Ah, bon, super. Intéressant à voir. Donc, beaucoup de monde, Québec, Beauce-Appalaches et quand même aussi pas mal de stries. Montérégie, Abitibi. Hein. Abitibi, super. Belle région. Je suis allé faire du remplacement là l'été passé. Vous allez voir, l'Abitibi ont peut-être un petit avantage météorologique par rapport à nous pour la prévention du parasitisme. On va voir ça tantôt. On va enchaîner. Alors, pourquoi on parle de parasitisme aujourd'hui? Pourquoi c'est important? Bien, tout d'abord, c'est surtout pour son impact financier majeur. Vraiment, il a été prouvé qu'il y a une diminution du gain moyen quotidien qui va de 0,05 à 0,15 kg par jour. Alors, c'est vraiment significatif. Ça va aussi affecter la qualité de la carcasse. C'est sûr que des animaux parasités, l'absorption alimentaire va se faire un peu moins bien, ils vont avoir de la misère à mettre un peu de masse musculaire. Ça a été prouvé aussi des effets négatifs sur la reproduction. Alors, des fois, ça peut expliquer des taux de gestation à la baisse là, chez vos animaux. Ça va aussi affecter le système immunitaire. Des animaux fortement parasités, là, ça peut sont plus à risque d'avoir des maladies concomitantes. Et aussi, quand ils sont très parasités, ça peut aller jusqu'à la mortalité. Chez le bovin, c'est un peu plus rare. Il faut vraiment des animaux très parasités ou encore sur des jeunes animaux. C'est vraiment eux qui vont être le plus à risque, surtout ceux que c'est leur première saison au pâturage. Alors, c'est surtout ceux-là qu'on va aller essayer de cibler là, avec notre stratégie de vermifugation. Une autre raison pourquoi on parle de parasitisme, c'est à cause du développement de la résistance. Ça, je vais en parler beaucoup à soir. C'est un peu, en fait, c'est le même principe que pour la résistance aux antibiotiques que vous avez sûrement déjà entendu parler. On en parle beaucoup depuis les dernières années. La résistance aux vermifuges, c'est le même principe. Alors, c'est ça. La résistance aux antelminthiques ou résistance aux vermifuges, c'est quoi? On parle de résistance quand il y a une baisse d'efficacité du produit qu'on va utiliser. Ça peut être graduel, là, ça ne sera pas tout ou rien, mais ça peut se rendre jusqu'à rien. Alors, de vermifuger des animaux parasités, que vermifuge n'a absolument aucun effet. Ça, c'est parce que justement, on est en présence d'une population de parasites résistants. Ça va aussi, le développement va être accru lors d'utilisation non judicieuse. Non judicieuse, on parle de sous-dosage, donc de ne pas donner le produit à la bonne dose selon le poids de l'animal. Une utilisation répétée ou aléatoire ou à l'aveugle. Donc, tout ce qui est utilisation non judicieuse, ça va vraiment faire accélérer le développement de la résistance. Et pourquoi aussi c'est très inquiétant, c'est parce qu'il n'y a pas de nouvelle classe de produits antiparasitaires. Depuis les années 80, il y a vraiment très peu de développement qui se fait. Donc, le développement de la résistance, ça fait vraiment plus vite que le développement de nouvelles classes antiparasitaires. Donc, si on développe la résistance pour les produits qu'on a, ben on est un peu dans le pétrin là, parce qu'on n'aura plus rien pour traiter nos animaux. Un autre problème aussi, c'est que ce n'est pas réversible ou très difficilement. Donc, une fois que la résistance avec des parasites résistants s'est installée, c'est très dur là, à revenir en arrière. Ça, c'est très grave chez les petits ruminants, donc moutons et chèvres. Eux, là-bas, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on a des stratégies de prévention. Chez le bovin, on en parlait peut-être un peu moins, sauf que c'est vraiment à la hausse, là, on ne sera pas épargné. Surtout pour Coppelia, c'est un type de parasite que je vais parler tantôt. Malgré tout ça, puis c'est une des raisons pourquoi justement, peut-être qu'on a été épargné plus longtemps ou on en parlait moins, c'est parce qu'il y a des avantages à demeurer dans un climat continental, là, croyez-le ou non. Notre hiver, vraiment, ça l'a vraiment aidé à développer l'apparition, en tout cas, diminuer un peu les risques du parasitisme. On a deux avantages. Le premier, c'est la période de pâturage qui est plus courte. Les animaux ne sont pas au pâturage à l'année, bien souvent. Donc, ça diminue la quantité de larves au pâturage. Il y a des larves, ça je vais en parler, qui peuvent survivre par contre à l'hiver. Mais ça va aussi les rendre plus vulnérables, justement au printemps, à la période du dégel. Toutes les larves qui vont passer sur le pâturage vont être plus faibles. Fait que ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, ça ressemble un peu, mais c'est de survivre à l'hiver. Les larves, ils ont deux moyens de survivre. Ils peuvent survivre au pâturage, mais ils peuvent aussi survivre à l'intérieur de l'eau.
la forme L4 que je vais parler tantôt, s'ils peuvent survivre dans l'autre sous une forme endormie qu'on appelle l'hypobiose. Puis une fois l'hiver terminé, redevenir actif. Là. Mais en tout cas, ces deux avantages-là, disons, comparé à des climats plus tropicaux, chauds, ça nous a permis un peu de diminuer les effets. Par contre, on n'est pas à l'abri pour autant des conséquences du parasitisme et du développement de la résistance en général. Fait que je vais parler un peu des principaux parasites retrouvés au Québec. Il y en a vraiment une panoplie, là. J'en ai gardé juste deux pour les parasites internes. Les deux qui nous intéressent le plus pour le bovin, qui causent le plus de problèmes. C'est vraiment ces deux-là qu'on va essayer d'aller on va les traiter là, avec notre protocole de vermification. Donc, le premier, Ostertagia, Ostertagie et Coopera, Oncophora. Puis encore une fois, il y en a plein d'autres, mais on va plus parler d'eux autres à soir. On va parler aussi un petit peu plus vers la fin des parasites externes. J'ai plus mis l'accent sur les parasites internes. On va parler quand même un peu de parasites externes. Là aussi, il y en a vraiment beaucoup. Il y a le gale, poux, tique, mouche et multitude d'autres. Bon, le cycle de vie des parasites internes, ou nématodes, ou verrons, ou peu importe comment vous les appelez, c'est peut-être la partie plus théorique que moi, en tout cas, je trouvais plus théorique. J'avais moins l'habitude d'écouter en cours quand on parlait de ça, mais que finalement, je me rends compte que c'est très important. Parce que c'est en connaissant un peu le cycle de vie des parasites qui affectent nos animaux qu'on peut mieux comprendre comment les combattre. Fait que le cycle de vie des principaux parasites internes, comment ça marche, c'est vraiment un cercle qui continue à l'infini. Ça va commencer avec des œufs de parasites qui vont être relâchés dans les fesses de l'animal. Ensuite, les œufs vont éclore, il va sortir des larves, les larves L1 qui vont devenir les larves L2 et ensuite les larves L3 qui est la type de larve la plus résistante. C'est elle que je parlais tantôt qui va survivre à l'hiver dans les pâturages et c'est elle aussi qui va migrer sur l'herbe et donc qui va être ingérée par l'autre, par la vache. Une fois ingérée, cette larve-là, la L3, va se transformer en larve L4 et ensuite prendre sa forme adulte. Et une fois sa forme adulte, on recommence le cycle. Elle va relâcher des œufs dans les fesses et ça repart à zéro. Ce cycle-là, ça va être d'une durée variable. Ça peut aller juste de quelques jours à quelques semaines si les conditions sont optimales. Conditions optimales, on parle de 10 à 20 degrés. Si c'est trop froid ou trop chaud, justement, ça va ralentir la croissance et la maturation des larves. Mais les meilleures conditions optimales pour ça, c'est l'humidité. La pluie aussi va favoriser la montée des larves sur les plantes. Donc, une journée humide qui vient de pleuvoir, une petite rosée là, avec des vaches au pâturage, c'est vraiment la pire situation là, pour avoir des animaux parasités. Là. Bon, puis comme je disais tantôt, ben, ça, L3, c'est la larve qui va survivre à l'hiver. Et L4, c'est elle qui va être en hypobiose, en état de dormance dans l'autre, et qui va se réactiver, si on veut, quand les conditions vont être plus propices, donc au printemps, au dégel. Ostertagia, il y a peu ou très peu d'immunité qui se développe. C'est pire que Cooperia. C'est pourquoi, justement, que même les vaches adultes, là, il y a un avantage à aller les vermifuger. C'est surtout pour ce parasite-là. C'est lui qui cause le plus de problèmes, bien souvent. Là, j'ai une autre petite question de sondage. Juste savoir un peu c'est quoi votre stratégie. Là, j'ai juste 4 choix de réponse, mais j'ai laissé après un autre ou commentaire, là, si vous voulez le mettre dans le stage. On va juste regarder ça vite, vite. Et sinon, au pire, on en parlera peut-être plus à la fin. Fait que vous pouvez répondre. Et sentez-vous bien à l'aise de répondre. Là, c'est des réponses qui sont anonymes. Là, aucun de nous, là, dans les membres des panélistes, ne savons Ouais, qui répond quoi. on verra pas votre nom. Non. Je vais laisser encore quelques petites secondes pour les derniers qui voudraient répondre.
Bon, je partage les résultats. Bon, fait que, la majorité, vermifuge à verser au printemps et automne. C'est en effet ce qu'on voit le plus typiquement, en tout cas chez nos clients. Vermifuge oral aussi, et juste un vermifuge au printemps. Il y en a un qui ne vermifuge pas, et d'autres, ceux que je pensais, c'est ça, il y a une panoplie d'autres stratégies qu'on peut utiliser. Que pour les autres, je ne sais pas si... Ouais, au pire, on peut en parler à la fin. Fait qu'en fait, c'est ça, il n'y a pas de réponse unique et parfaite. Là. À ce soir, c'est ça, j'aurais pas de la bonne réponse à vous donner. Là. Toutes les réponses peuvent être bonnes. Ça va vraiment dépendre là, de votre troupeau, de vos animaux et de vos conditions et de vos objectifs. Je vais quand même parler, vous allez voir, de différentes techniques. Mais avant ça, je veux juste faire un petit avertissement. C'est à ne pas essayer à la maison. Sans en parler à votre vétérinaire. Comme ça, je viens de dire, ça, il y a une multitude de solutions, de méthodes adaptées. C'est vraiment selon votre troupeau, vos régies, vos objectifs. Fait que c'est vraiment à faire dans le cas de consulter votre vétérinaire et de voir ça avec lui, qu'est-ce qui serait le mieux pour vous. Pas juste prendre qu'est-ce que je veux dire puis de l'appliquer directement chez vous sans justement en avoir parlé avec quelqu'un, un vétérinaire. C'est ça, malgré toutes les différentes techniques qu'on peut utiliser, il y a des principes de base là, qu'on se doit de respecter, là, qui sont assez universels. Quand on va venir vermifuger, le but, c'est de tuer le plus de parasites possible et le plus vite possible. Les parasites qu'on va aller cibler, c'est les adultes, les larves L4, ceux qui sont en hypobiose, et les larves L3, ceux que l'animal vient d'ingérer, qui sont nouvellement créés, si on veut, sur le pâturage, et ceux aussi qui ont passé l'hiver au pâturage que l'animal vient d'ingérer. Fait que quand on vermifuge, on veut tuer toute cette gang-là. Un autre principe très important, c'est de profiter de la persistance du traitement. Quand on va traiter, vous allez vermifuger vos animaux au printemps, mettons. On espère que justement, on veut que le vermifuge continue à faire effet. Comme ça, une fois qu'on l'a relâché, le vermifuge continue à faire effet. Là. Donc, il continue à tuer les nouveaux parasites que l'animal continue d'ingérer. Pour les vermifuges à verser, les études, en tout cas les derniers que j'ai vus qui sortaient, ça parlait de 2 semaines à 1 mois. Ça a été fait il y a longtemps, donc il y a des bonnes chances que ça allait diminuer. Fait que c'est vraiment pas si long que ça. C'est pour ça que ceux qui vont avec un vermifuge à verser au printemps, bien souvent, c'est recommandé de faire un rappel au courant de l'été. Parce que même si vous faisiez un traitement au printemps, puis après ça à l'automne, vous allez tuer tout le monde encore une fois, ou en tout cas, tous les parasites qui sont sensibles. Vous allez quand même avoir une fenêtre où vos animaux vont être parasités, où justement ça pourrait affecter leur performance, leur gain de poids. Un produit qui est intéressant, c'est les produits injectables longue action. Ça, il y en a disponible. En tout cas, j'en connais un qui est disponible depuis quelques années, que c'est vraiment intéressant. La recherche montre vraiment des bons avantages, puis une persistance qui est vraiment plus longue, qui peut aller jusqu'à plus de 120 jours. Là. Fait que ça, c'est le genre de produit, justement, que vous pouvez donner au printemps et justement pas avoir à donner de rappel là, au courant de l'été. C'est un produit, ça, par contre, qui se donne sous-cutané bien souvent, là, puis il faut que ça soit bien donné. Quand on va traiter aussi avec un vermifuge, le but c'est de viser une période propice où ils vont être le plus sensibles. Comme on se rappelle, selon le cycle de vie, ils vont être le plus sensibles au printemps, au dégel. Les larves L3, ils viennent de passer l'hiver au pâturage, sont rendus plus affaiblis. Fait que l'autre qui va les ingérer, ça va être plus facile à les traiter, ils vont être plus sensibles. Même chose pour les larves L4 aussi, qui sont en épobiose. On va pouvoir aller tuer celles qui vont être restées dans l'animal de l'automne dernier. Fait qu'on dit souvent, au printemps déjà, ça va être la meilleure période pour atteindre le plus de parasites sensibles. Parasites externes versus internes, qu'est-ce que je voulais dire par cela? C'était dans le fond, c'est de vraiment cibler le bon vermifuge pour le type de parasite qui cause problème. Si vous avez plus un problème de parasites externes,
c'est d'y aller peut-être avec un insecticide au lieu de vermifuge versable comme en famille des ivermectins, là. Fait que c'est vraiment de cibler quel parasite fait problème, après ça, d'aller choisir le bon traitement. Bon, une autre affaire aussi ça a l'air évident, là, mais c'est d'ajuster le dosage correctement puis bien respecter la posologie, là. Ajuster le dosage, ça veut dire idéalement selon le poids de l'animal individuel. Si vous avez une balance quand il passe dans le cage, c'est ça l'idéal. Sinon, ça va être toujours mieux de surdoser un petit peu que de sous-doser, là. C'est en sous-dosant justement là, qu'on va aller favoriser le développement, la sélection de parasites résistants. Puis respecter la posologie, ça c'est vous y allez avec un vermifuge oral ou versable. Bien important d'y aller du garrot jusqu'à la queue, là, pas juste faire à un spot, là, mettons dans le cou. C'est vraiment de le faire sur toute le dos. Attention aux nouveaux entrants. Si vous êtes un troupeau fermé, en fait, c'est ça l'idéal. Des fois, c'est pas toujours possible. On achète des animaux. Si vous étiez un troupeau, justement, vous aviez peu ou pas du tout de problème de parasites. Le meilleur moyen de rentrer, de commencer à avoir des problèmes de parasites, c'est avec des nouveaux animaux qui viennent d'un autre élevage. Pire encore, c'est de rentrer des animaux parasitiques, des parasites résistants. Alors, l'idéal, c'est de leur faire une quarantaine. Des vermifugés, mais basé aussi sur une coprologie, là, un FECRT, je vais en parler tantôt, mais en gros, c'est une coprologie, là. Fait que, attention aux nouveaux entrants. On se rappelle, ça, les jeunes animaux, c'est vraiment eux le plus à risque. C'est eux qui ont l'immunité le moins développée. Donc, c'est eux vraiment qui vont qui vont avoir le plus gros effet néfaste là, sur leur performance là, si on les vermifuge pas. Bon, puis finalement, les principes de base, combiner votre technique peut-être plus traditionnelle avec des nouvelles approches plus durables. Puis ça, on va en parler justement. C'est ça le but de la rencontre à soi aussi un peu. Pourquoi justement je parle de ça, ces techniques alternatives-là ou complémentaires, c'est que on se doit justement peut-être de changer, de revoir notre approche, là, de vermifuger tout le monde un peu aléatoirement et à l'aveugle. Genre, je disais, il y avait une étude aux États-Unis qui montrait qu'il y avait plus de 90% des fermes testées qui comprenaient du Coppelia, c'est le parasite que je parlais tantôt qui était résistant. Une étude en Nouvelle-Zélande qui montrait de la résistance à l'ivermectin. Ça, c'est entre autres l'Ivomec, ceux qui connaissent ça, qui était présente dans 92% des fermes bovines. Ça, c'était une étude qui a été faite il y a plus de 10 ans. Donc, on peut se douter que ça l'a sûrement augmenté, là. Fait qu'on se doit être proactif, on va peut-être de revoir nos méthodes. Une des méthodes, justement, qui est recommandée, c'est de faire des coprologies, de tester l'efficacité de son traitement, là. De faire un Fecal Egg Count Reduction Test, ou en gros une coprologie de troupeau. C'est le même qu'on va aller tester pour voir est-ce que le vermifuge que je donne à mes animaux, il marche-tu, il marche à quel niveau. Fait qu'on va aller faire une coprologie. Puis ça va venir tester la réduction d'œufs dans les fesses à la suite d'un traitement. Alors, le but, c'est de tester au traitement. On va prendre des échantillons au traitement. Et ensuite, 2 à 3 semaines après, on va prendre encore d'autres échantillons. Puis là, on va comparer la quantité d'œufs qui est restée dans les fesses là, après le traitement. Puis on va pouvoir développer un barème, là, puis ça va pouvoir nous dire à quel point notre vermifuge est efficace ou pas. C'est un bon moyen de le faire. La manière de le faire, ça, c'est des méthodes assez précises, là. Vous pouvez voir avec votre vétérinaire si quelque chose vous intéresse, mais en gros, souvent, ça va être 15 animaux par groupe. Puis ça va être idéalement les mêmes qu'on va prendre au traitement et après. Puis idéalement, on va le prendre les fesses directement dans le rectum, si c'est possible. Sinon, une autre méthode qui est peut-être plus facile à faire, plus réalisable, c'est de prendre une trentaine d'échantillons aléatoires frais. Et encore une fois, là, au traitement et 2 à 3 semaines après. Bon, la combinaison de thérapie, ça, c'est quelque chose que j'approche, mais encore une fois, c'est à ne pas essayer directement à la maison. C'est pas de se mettre à essayer plusieurs vermifuges d'un coup, là. La combinaison de thérapie, par contre, le but, c'est ça, c'est d'utiliser l'effet additif d'une combinaison de vermifuges. Dans le fond, c'est d'aller chercher les parasites qui sont résistants et de les traiter avec un autre vermifuge.
plus tôt utilisé, mieux c'est. Si justement vous étiez un troupeau avec des parasites résistants, plus tôt vous commencez à utiliser une combinaison de thérapie pour aller toutes les chercher, ben, moins il y aura le temps d'avoir de parasites résistants qui se développent parce qu'on va toutes les avoir tués le plus vite possible. Avant aussi de faire la combinaison de thérapie, idéalement, c'est de trouver les vermifuges qui sont les plus efficaces sur votre élevage. Donc, de faire le test que je parlais tantôt. Puis une fois que vous avez trouvé vraiment les vermifuges qui sont les plus efficaces, c'est de rester avec eux autres. Bon, une autre affaire qui a l'air évident, mais il faut le dire pareil, c'est de ne pas les mélanger ensemble. C'est vraiment des données séparément, là, pas toutes des mettre dans la même bouteille, là, des données un après l'autre. Cette technique-là, justement, la combinaison de thérapie, c'est pas recommandé d'utiliser sans des animaux refuges, ça je vais en parler tantôt, là, pour vraiment venir diluer les survivants résistants. Là. Mais c'est ce que je vais en parler tantôt de la technique refuge. Une affaire aussi qu'on avait, peut-être que vous faisiez ou qu'il y en a plusieurs qui faisaient, je le sais, c'est la rotation des vermifuges. Fait qu'ils utilisaient un vermifuge une année, puis ils utilisaient un autre l'année d'après. Ils disaient, ah, ben comme ça, je vais diminuer la résistance, le nombre de parasites résistants dans mon troupeau, mais ça a été prouvé que malheureusement, ça n'a pas d'effet. Fait maintenant, ce qui va être plus recommandé, si vous avez un vermifuge qui est efficace, qui marche bien, c'est de rester avec lui, là, puis de le combiner si nécessaire. Bon, je vais parler de la technique de refuge que justement je parlais juste avant. Juste savoir si justement il y en a qui l'utilisent, s'ils connaissaient ça ou sinon ça leur dit rien. Encore quelques petites secondes pour les dernières personnes qui voudraient répondre. Ok, c'est bon. Bon, non, bon, c'est bon. Fait que la présentation que je vais faire, c'est bon, vous allez connaître ça. Ça va être une chose de nouveau au moins. Fait que le refuge, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est utilisé depuis déjà longtemps dans les petits ruminants. Dans le bovin, on en parlait un peu moins, voire pas du tout, là, parce que justement, le parasitisme, c'était peut-être moins d'actualité. Là. Mais qu'est-ce que c'est le refuge? C'est pas vermifuger une proportion de vos animaux. C'est le but de ça va être vraiment de laisser une population de parasites sensibles au vermifuge, autant dans le mâle que le pâturage. Ça va venir diluer la quantité de parasites résistants là, dans votre élevage. Là, vous dites peut-être, oui, mais si je fais ça, si je ne vermifuge pas une proportion de mes animaux, ben, je vais avoir une baisse de performance, baisse de production. La recherche montre que les baisses de production sont très faibles, voire négligeables. Puis là, vous demandez aussi peut-être comment on fait la sélection. Pour le bovin, en ce moment, il y a peu de critères quantitatifs. Là, dans le fond, des tests qu'on pourrait faire qui nous diraient tel bovin, traite-les, lui, traite-les pas. En ce moment, c'est plus des critères qualitatifs. Là. Ça va être de choisir là, 10 à 20 de vos plus belles vaches. Pas des jeunes, là, mais vraiment des vaches adultes là, en bon état de chair, bonne santé. Et ceux-là, vous ne les traitez pas. Là. Par contre, ça va être faire un monitoring de ces animaux-là. Là. C'est sûr que sur du bovin, des signes cliniques, ça va être peut-être plus dur à déceler. Là. Si vous soupçonnez une perte de poids ou diarrhée ou autre signe clinique, là, ça va être des vermicugés. Juste montrer une image, là, c'est des moutons, je sais, là, mais c'est pas trouvé le bovin, mais c'est exactement le même principe. Là. Fait que vous voyez ici, juste en haut, je sais pas, vous voyez-tu ma souris, Cyrine, quand je bouge, même? Oui, on voit tout. OK, c'est bon. Fait que vous voyez ici, le troupeau, dans le fond, c'est qu'il est vermifugé, tout le monde est vermifugé. Puis vous voyez, si on voyait bien, mais en tout cas, il y a les parasites sensibles et les résistants. Fait que quelques animaux ont des parasites résistants à l'intérieur d'eux autres.
Ici, vous voyez là, la quantité totale, là, parasites résistants versus parasites sensibles. Fait que ça, après le vermifuge, ben, on voit évidemment, il reste les parasites résistants. Puis après ça, ben, les parasites sur pâturage, le nombre de parasites résistants, ben, il continue à augmenter parce que ces animaux-là, ben, ils continuent à en excréter. Puis ça, ben, une réinfestation à l'autre, ben, la quantité de parasites résistants, elle augmente dans les animaux parce que ben, il y en a d'autres, ceux qui n'en avaient pas, ben, là, ils en ont ingéré, puis on se retrouve finalement avec une population là, de parasites, plus de parasites résistants que de parasites sensibles. Fait que ça, c'est pour une approche sans refuge. Puis là, c'est pas juste en une année, en 2 traitements là, que ça va arriver. Là. Ça peut être vraiment plus graduel que ça, pour faire peur. En tout cas, pour l'approche avec refuge, qu'on voit ici, on laisse une proportion d'animaux qui ne seront pas vermifugés. Fait que ceux-là, ils vont rester parasités avec, il y a quand même parasites résistants, mais une majorité de parasites sensibles. Ces animaux-là, refuge, vont venir diluer les parasites au pâturage. Ils vont venir diluer les parasites résistants. Fait que vous voyez que d'une exposition à l'autre, ben, le nombre la proportion de parasites résistants, elle reste la même. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Avec la technique de refuge, vous diminuez la quantité de vermifuges utilisés, mais aussi vous allez diminuer le développement de la résistance là, des parasites. Bon, une autre méthode complémentaire, ben, c'est la gestion du pâturage. Ça, il y a des concepts qui ont l'air plus théoriques. C'est facile à dire, je sais, des fois pas toujours facile à faire, là, mais de diminuer la densité des parcs. C'est sûr, plus il y a d'animaux ensemble, plus il y a de parasites qui vont être excrétés, et plus il y a de parasites qui vont se retrouver sur l'herbe, puis il y en a plus qui vont être ingérés. En tout cas, votre troupeau va être parasité plus rapidement qu'un troupeau où la densité est moindre. Si possible, ben, ça va être de changer de pâturage entre celui de l'automne dernier et celui du printemps. Pourquoi ça? C'est parce que ben, à l'automne, les animaux ont excrété justement des larves, des parasites. Puis ces larves-là, comme vous vous rappelez, ben, ils peuvent survivre à l'hiver. Si vous remettez vos animaux au printemps sur le même pâturage, ben, ils vont venir se contaminer avec les larves qui étaient là l'automne passé. Idéalement, si on peut, on les change de pâturage. Une autre méthode, ça va être de venir bercer seulement lorsqu'il fait chaud, chaud et sec, là, donc plus de 20 degrés Celsius. Là. Et le but de ça, ben, peut-être vous pouvez le voir un peu sur l'image qui est en haut. C'est une petite goutte d'eau avec plein de larves à l'intérieur. Si vous versez, puis vous répandez de l'herbe avec des gouttes un peu partout sur le pâturage, ben, vraiment, vous augmentez la dispersion des larves, puis il y a juste plus d'animaux qui vont se parasiter plus rapidement. Bon, puis si vous, selon votre système de plaisance ben, que vous choisissez, si vous vous rappelez du cycle de vie des parasites, là, comme vous vous rappelez que dans des conditions optimales, donc chaud et humide, larvée de larve L3, donc celle que les animaux vont ingérer et se parasiter, ça peut être juste en quelques jours. Là. Fait que si vous utilisez un système de rotation en bande, ben c'est à prendre en considération justement s'il fait chaud et humide. Ben, ça ne sera pas long si vous les avez déplacés à une place qu'ils vont se mettre à excréter à ingérer des larves infectieuses. Et c'est une bonne gestion du pâturage, c'est à combiner avec un programme de vermifugation. La synergie se fait très bien les deux ensemble. Autre technique, je vais en parler juste un petit peu. Des techniques qui sont en développement ou qu'on va peut-être voir apparaître plus au courant des années. Les champignons prédateurs. Ça, c'est des champignons, dans le fond, qui vont venir s'attaquer aux larves des vers dans les fesses directement. Comment ça marche, cette technique-là? C'est des spores qu'on va nourrir aux vaches là, 60 à 120 jours, juste au début de la mise à pâturage. Puis ça, une fois que ça va être sécrété dans les fesses, ben, ces champignons-là vont aller tuer les larves. Le problème avec cette technique-là, c'est que c'est coûteux. Il y a très peu de fournisseurs de ce produit-là. Je pense, je ne sais pas s'il y en a au Québec. Je pense qu'il y en a juste une aux États-Unis, mais c'est sûr qu'avec le temps, ben, il va peut-être avoir du développement, d'autres fournisseurs et diminution des coûts. Fait que c'est une alternative que je trouvais intéressante, peut-être éventuellement, là,
toujours pour nous permettre là, de diminuer la quantité de vermifuge qu'on utilise. Une autre chose que peut-être va s'en venir un jour, moi, depuis que je suis à l'école, on entend parler de ça, qu'il va y avoir des vaccins contre les parasites. Là. C'est en développement. Donc, pour les deux principaux qu'on a parlé aujourd'hui, Stertagia et Cooperia. Ça, c'est sûr, s'il y a une compagnie qui arrive à sortir un vaccin qui est efficace contre ces parasites-là, ça va vraiment aider justement à venir diminuer notre quantité de vermifuge. Un peu le même principe que les vaccins qu'on utilise contre les virus ou les bactéries. Là. Ça nous aide à diminuer notre quantité d'antibiotiques. La sélection génétique aussi, même principe, peut-être qu'on voit plus dans le bovin laitier, des gènes comme pour l'immunité. Il y a la même recherche qui est après se faire, c'est en fond de sélectionner des gènes très résistants aux parasites pour justement après savoir quels animaux il y aurait une résistance naturelle là, aux parasites qu'on trouve des pâturages. Bon, parasites externes. J'avais dit que j'en parlerais à la fin un petit peu. Pourquoi je parlais dans les détails? C'est sûr que les stratégies pour les parasites externes, ça ressemble quand même aux parasites internes. C'est un peu les mêmes principes. Les parasites externes, ça amène son autre lot de problèmes. Là. Stress, perte de poids, irritation, vecteur de maladies. Puis j'en passe. Là. Ça cause plein de problèmes, ça aussi. Là. C'est encore une fois d'y aller avec, pour gérer ça, une méthode là, de gestion intégrée, là, de IPM pour Integrated Pest Management. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en gros, c'est de trouver les parasites qui causent problème. Encore une fois, d'essayer de ne pas traiter à l'aveugle. C'est de voir quel parasite. C'est-tu des mouches, c'est-tu de la gale, c'est-tu des poux, ou c'est-tu pas pantoute des parasites internes, c'est juste des parasites internes, vous avez le problème. Puis, une fois qu'on a ciblé quel parasite causait problème, c'est de choisir le bon traitement avec son vétérinaire pour aller s'en débarrasser. Une autre chose qui est importante, c'est de traiter au bon moment. Si c'est un problème de poux que vous avez, ça va être mieux d'aller traiter ça en hiver. En hiver, pas trop froid, pour que le produit soit quand même efficace. Donc, idéalement, pas passer moins 10 degrés Celsius. Puis, on essaie de ne pas le faire trop tôt à l'automne. Un autre moment qui est bon de le faire, c'est un problème de parasites externes, mais c'est avant les vélages. Si les mères se font parasiter, ça serait dommage qu'ils donnent ça à leur veau. Fait qu'on fait ça avant les vélages. Si vous utilisez des tags à mouches, si vous avez bien gros des problèmes de mouches, puis les maudits pink eye, les tags à mouches, ça peut aider. Idéalement, on ne donne pas ça trop tôt. Là, ça commence à être le temps, on commence à voir ressortir les mouches, mais si vous faites ça trop tôt au printemps, le tag ne servira à rien, puis ça va juste relâcher des insecticides dans l'environnement. Aussi, vermifuge, que vous utilisez un vermifuge ou un insecticide, on le fait, on essaie de ne pas le faire des animaux qui sont mouillés, ça pourrait venir diminuer l'absorption du vermifuge. Et même principe que pour les parasites internes, les nouveaux entrants. Le meilleur moyen, encore une fois, de rentrer des parasites là, sur votre ferme, c'est avec des animaux qui viennent d'une autre place, qu'eux étaient parasités. Fait que quand ça rentre, on fait une quarantaine, on va les examiner. Là, on ne parle pas de coprologie là, pour des parasites externes, mais c'est des examens visuels, d'aller examiner le poil, comme vous voyez ici, là, pour aller trouver des signes, ou sinon au niveau de la gale, là, au niveau de la queue, s'il y a des signes. Et des traités, si nécessaire, avant de les mettre avec vos autres animaux. Puis, hein, je ne l'ai pas dit, mais si vous utilisez un insecticide, c'est les mêmes principes que le vermifuge. Il y a aussi le développement de la résistance là, aux insecticides là, en ce moment. Là. Fait que c'est pas parce que c'est un insecticide là, que c'est moins important qu'un vermifuge. Il faut faire attention aussi avec les insecticides qu'on a. Là. Il y a de la résistance qui se développe. Là. Fait que pour conclure, vous l'avez vu, il ne faut pas négliger la gestion du parasitisme sur son élevage. On a vu tous les effets néfastes que ça peut avoir, autant de la production que sur le développement de la résistance. Là. Ce serait vraiment dangereux de se rendre à un point où on a des animaux parasités
puis qu'on ne peut même pas les traiter avec les vermifuges qu'on a en main. C'est vraiment d'essayer de ralentir ça le plus possible. C'est de choisir le bon vermifuge pour la bonne occasion. Fait que de trouver les parasites qui causent problème chez nous, puis de trouver après ça le bon vermifuge qui va aller avec, puis d'en trouver un qui est efficace. C'est d'utiliser au bon moment. C'est de combiner ça aussi avec votre régie. Je sais que des fois, les animaux, ça sort au printemps, c'est plus dur de les rattraper l'été, faire un rappel. Ça de voir justement, selon votre régie, quel traitement qui serait le plus facile à utiliser. On se rappelle des vermifuges à verser, de la persistance versus les injectables. Ça va dépendre de faire un rappel ou pas. Bon, encore une fois, le vermifuge, on le donne correctement. Le poids, on l'ajuste comme il faut. Une chose, je vous dis aussi, mais le pistolet aussi doseur que vous utilisez, là, c'est pas mauvais des fois de le calibrer. Là. Juste être sûr que le volume que vous donnez, c'est bien le bon. Là. Ça a l'air évident, mais c'est une chose à penser. Tester l'efficacité de vos traitements antiparasitaires, ça revient tantôt, faire des coprologies, envoyer ça, faire des tests de fumier, envoyer ça au labo. On fait attention de vos entrants, on fait des quarantaines si nécessaire. On combine ça avec une bonne gestion du pâturage. Utiliser la notion de refuge, si j'ai pu en convaincre, tant mieux. S'il y en a qui veulent essayer ça, je pense que c'est une méthode là, qui a fait ses preuves d'un petit ruminant, là, qui est beaucoup utilisée, puis qu'on pourrait peut-être plus à utiliser chez le bovin. Et utiliser une combinaison de refuge, encore une fois, ça fait attention à ne pas utiliser ça dès aujourd'hui. C'est voir ça avec votre vétérinaire, ça serait nécessaire d'utiliser ça chez vous. Bon, finalement, consultez votre vétérinaire. Je pense que je vais l'avoir dit assez souvent ce soir, mais c'est ça le but, là, c'est de développer une relation client-vétérinaire, puis de voir la meilleure technique là, qui serait adaptable chez eux.